Oui, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre des historiettes, au cours desquelles je raconte de petites histoires qui m'ont concerné ou qui concernent d'autres personnes à caractère un peu illustre, dans l'aventure souterraine notamment, je vais vous raconter maintenant une histoire qui a trait à une caverne qui se trouve sur un lieu remarquable, exceptionnel, qui est la commune de Monsonnès, au pied des Pyrénées. Je vous présente Norbert Casteret, illustre spéléologue, lui-même héritier du fondateur de la spéléologie française, Louis-Édouard Martel, voilà, et que j'ai rencontré quand j'étais jeune, à côté de Saint-Gaudens, dans son château. Il avait un petit château, le Castel Mourlon, voilà, il m'avait accueilli fort aimablement et j'ai toujours un enregistrement de sa voix où il m'a raconté des tas d'histoires. Et bien c'est à mon tour de raconter des histoires qui vont le concerner, qui vont concerner d'abord le site de Monsonnès, ensuite Norbert Casteret, et ensuite votre serviteur, mon modeste cas, qui, quand il était jeune aussi, a exploré cette cavité. Alors tout d'abord, le site de Monsonnès. Le site de Monsonnès, Monsonnès est une commune et qui est réputée pour avoir une commanderie des Templiers. Il en reste une église principalement templière, avec un intérieur qui ressemble à tout sauf à une église véritable, puisqu'il y a des rébus, il y a des fresques. Les Templiers avaient tenu, avant de disparaître, sous Philippe le Bel, à codifier leur savoir qu'ils avaient acquis en Palestine. Et donc, voilà, il y a des rébus. Ça ne manque pas de livres plus ou moins, enfin, pas très scientifiques parfois, de passionnés, quoi, de passionnés, voilà. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire qu'ils avaient trouvé un passage vers une crypte où il y avait des tombes templières. Bon, donc voilà pour ce site. J'ai connu moi-même, quand j'étais jeune, un agent d'assurance qui habitait en face de l'église, qui m'avait fait rentrer chez lui. C'était finalement une ancienne dépendance des Templiers aussi, avec des voûtes élevées, des piliers énormes qui soutenaient ces voûtes. Donc, et qui m'avait montré des fibules, des vestiges gaulois et gothiques. Voilà. Parce qu'il avait un champ, et dans ce champ, il y avait des tombes dans lesquelles il y avait, pour certaines, des peuplades celtes qui n'étaient pas très grandes, et dans d'autres, des sarcophages donc beaucoup plus grands, de 1,80 m à 2 mètres, qui étaient des Visigoths qui avaient séjourné dans le coin, aussi à Monsonnès. Au fait, Monsonnès veut dire la montagne salée parce qu'il y a très longtemps de ça, il y avait une mer qui, en disparaissant, a laissé des amas de sel, voilà. Et comme le sel était extrêmement précieux pendant très longtemps, jusqu'à l'invention du frigidaire pour la conservation des biens de consommation, des viandes, des jambons, etc., etc., le site était réputé pour fournir un sel de qualité, mais il y avait du sel même dans les eaux, si bien que les chevaux eux-mêmes ne voulaient pas boire de l'eau des fontaines de Monsonnès. Voilà. Les Romains avaient remarqué ça, et dans les termes actuels, il y a des termes. On montre, je crois, une fresque romaine
qui date, parce que les Romains se soignaient eux-mêmes aussi à Monsonès. Bon. Voilà, je crois que j'ai dit un certain nombre de choses intéressantes en moins de 5 minutes pour le site de Monsonès. Nous allons passer maintenant, point numéro 2, à Norbert Casteret quand il était petit. Ça a été sa première grotte, hein, sa première cavité, sa première grotte. Alors il devait avoir dans les 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Et il était hanté tout jeune par le démon de l'aventure. Alors dans le grenier de ses parents, il avait trouvé une malle dans laquelle il y avait une brochure écrite par un savant qui l'avait précédé, un archéologue, Édouard Harlay, qui racontait qu'il avait fouillé cette grotte, que, au passage, oui, un coup de mine, parce que la grotte s'ouvre dans ce qui est devenu plus tard une carrière, et un coup de mine avait tout à coup fait découvrir l'entrée de cette grotte. Donc Harlay, le préhistorien, avait fouillé, il y avait trouvé bien des ossements d'éléphants, y compris un singe, un macaque, voilà. Et à une époque donc où le site était placé sous un climat évidemment africain, de type africain maintenant, quoi. Voilà. Et donc Norbert Casteret, le petit Norbert Casteret, a découvert qu'il y avait une grotte à Monsonès. Donc il a demandé à son père qui était instituteur à Saint-Marthery. Il avait demandé l'autorisation, et à sa mère aussi, l'autorisation de sortir, bon, qui avait été donnée sous réserve de rentrer à une certaine heure. Alors Norbert Casteret est parti sur son petit vélo, et quand il est arrivé sur le site de la grotte, il y avait 2 carriers qui s'apprêtaient à faire, je n'ai pas le vocabulaire exact, mais à faire sauter une mine, quoi, pour aller un peu plus loin à l'intérieur de la carrière, et donc faire tomber un pan de grotte de plus. Voilà. Norbert Casteret s'est abattu en retraite, hein, s'est caché dans un buisson, et il a attendu que les 2 carriers s'en aillent. Ce faisant, après, il est allé au Porche. Ça ne correspondait plus à la description du préhistorien Harlay, parce que depuis le temps, quelques décennies s'étaient écoulées, et donc l'exploitation de la grotte avait avancé. Alors Norbert Casteret, le fait que j'ai visité moi-même cette grotte va me faciliter le récit. Donc Norbert Casteret est rentré dans cette grotte, qui n'était pas... C'est un couloir assez concrétionné par des stalagmites surtout. Des stalactites, il y en a plus, il y en a très peu, parce que depuis le temps, il y a bien des spéléos qui sont passés par là, et peut-être qu'il y a eu des casses aussi, hein, voilà. Parce que le plafond est assez bas d'ailleurs, et quand même, je ne sais plus maintenant, mais c'est 1,50 m à peu près de haut, et 3 mètres de large environ. Il y a de gros amas d'argile sur les côtés, et quand on y amène des enfants, c'est ce qui les intéresse le plus, de faire des statues avec cette argile qui est très malléable. Et ça les intéresse beaucoup, ils peuvent rester 1 heure ou 2 heures là. C'est quelque chose d'intéressant à savoir pour des parents qui ont envie d'être un peu tranquilles. Bon. Donc, Norbert Casteret est rentré là. Il est arrivé juste à un endroit où il y a un entonnoir qui descend, et puis il a entendu, en écoutant bien, un glouglou, c'est-à-dire pour la première fois, il a découvert le murmure de l'eau souterraine. Pour un enfant de cet âge, c'est l'aventure, c'est merveilleux. Bon.
Et il a continué, et puis au bout d'un certain temps de déambulation, là, on arrive à une espèce de canyon qui traverse la galerie, donc il faut descendre. Comme l'heure était avancée, il est revenu en arrière et il est rentré chez ses parents. Voilà. En respectant les horaires. Peu de temps après, il est revenu avec son frère Martial, qui était plus jeune que lui, plus menu, et qui était tenté aussi par le démon de l'aventure. Alors, les deux gamins ont avancé jusqu'au canyon qui traverse. Ils avaient pris une corde. Voilà. Et donc, ils sont descendus au fond du canyon, à peu près 5-6 mètres, quoi. Mais c'est impressionnant même pour des adultes novices. Voilà. Et là, ils sont allés sur la droite. On pouvait aussi remonter sur la gauche, mais ils sont allés sur la droite parce qu'ils entendaient le murmure de l'eau. Et puis, au bout d'un certain temps, très rapidement, ils ont trouvé le ruisseau qui cascade là, sur des galets, toujours pareil, sur de jolis galets. Il y a toujours des galets. Enfin, personnellement, je n'ai vu que ça, quoi. Voilà, des galets au fond des ruisseaux ou des rivières souterraines, sauf certaines rivières souterraines. Voilà. Donc, ils sont descendus. Bon, on peut marcher pendant 30 ou 40 mètres, à peu près. Et puis là, tout à coup, le petit frère de Norbert, Martial, a dit: tiens, des crevettes. Et en effet, il y avait des crevettes complètement translucides, privées de la lumière. Et c'était une découverte étonnante de voir des crevettes. Voilà. J'aurai l'occasion peut-être de raconter une autre histoire où il sera question de crevettes élevées dans une rivière souterraine. Voilà. Bon, je referme la parenthèse. Donc, Martial et Norbert Casteret sont revenus vers le haut. Et là, en peu de temps, ils ont rencontré une dénivellation qui remontait, couverte d'argile. Alors ils ont escaladé ça. Et puis un peu plus loin, sur la hauteur, ça redevient plat. Donc on est de nouveau au niveau de la galerie principale, mais de l'autre côté du canyon. Voilà. Et puis ils se sont heurtés à un laminoir. Alors ils sont revenus, ils ont essayé de passer en raclant de partout. Ils y sont arrivés. Ensuite, la grotte, paraît-il, là je n'y suis pas allé, la grotte, paraît-il, se relève au-delà. Et puis en quelques mètres, ils avaient vu sur le sol d'ailleurs des traces de petits pas sur l'argile. Et donc ils s'étaient dit, ben tiens, on est proche d'une sortie. Ça leur aurait évité de faire tout le trajet qu'ils avaient fait à l'aller. Mais en avançant un peu plus, ils se sont heurtés à une petite salle ronde, voilà. Et sur le sol, il y avait le squelette du petit animal dont les empreintes avaient été trouvées par les deux frères quelques moments avant. Le petit animal qui lui-même n'avait pas pu sortir. Il était rentré, mais il n'avait pas su sortir. Et les deux frères, donc, ont dû se rendre à l'évidence. La grotte était terminée, là. Il y avait un laminoir extrêmement étroit qu'il n'était pas question de franchir. Et ils sont revenus en arrière. Voilà.
Voilà le récit que Norbert Casteret dresse dans un de ses livres. Dans un autre livre, il ajoute un détail de plus, curieusement, qui a été effacé dans une édition grand public et de qualité de présentation, quoi. Ce détail, c'est le suivant. Son petit frère, Martial, en rentrant dans le laminoir, s'était coincé. Il n'arrivait pas à sortir. Et Norbert Casteret était affolé, et il rappelle le récit biblique de Caïn et d'Abel. Lui, le grand frère, il avait entraîné son petit frère à la mort, par étouffement, au bout d'un certain temps. Voilà. Donc il est revenu à la maison de ses parents, discrètement, pour chercher un burin, un marteau, pour élargir, voilà. En bout de chaîne, dans ce récit-là, il dit qu'il a réussi à dégager son petit frère et qu'ils sont revenus à la maison un peu tardivement, mais qu'ils y sont revenus. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième histoire que Norbert Casteret ne raconte pas dans l'édition dont je dispose, mais dans une édition antérieure. Il l'a raconté, c'est que Norbert Casteret, toujours vers les 13 ans, par là, 13 ans, 14 ans, quand il explorait, je crois bien que c'est la grotte de Monsonès, se salissait énormément. Quand il rampait dans l'argile, il s'enduisait les vêtements d'argile. Et donc, pour revenir chez ses parents, sa mère surtout, il retournait son veston. D'abord, dans la grotte, il retournait son veston, déjà. Il le mettait à l'envers. Et puis, de telle manière que quand il sortait, il le remettait à l'endroit, tout l'argile étant à l'intérieur, sur lui. Et un jour, sa mère a découvert le subterfuge, avec quelques petites réprimandes, et lui a dit c'est pas la peine de te dissimuler de ça, hein. On admet très bien ton père et moi que tu ailles dans les grottes, mais ne te fais pas mal, etc., etc. Quant à l'argile, c'est un autre problème. Depuis ce jour-là, Norbert Casteret a pu, tout en étant gamin, continuer à explorer les cavités et donc aussi, tout en enduisant ses vêtements d'argile, car Dieu sait si l'on peut vite se salir. Voilà. Bon. Eh bien, le troisième point, c'est une modeste remarque que je fais moi-même. J'ai amené dans cette grotte qui est originale, qui permet de faire un peu d'activité, j'ai amené d'abord il y a longtemps quelques amis, deux, trois amis, qui avaient peur, surtout au niveau du canyon. Nous, on n'est pas descendu, mais on est passé sur la gauche, accroché à l'argile. Bon, mais il fallait bien se tenir, c'est tout. Bon. Je suis revenu bien plus tard, enfin plus tard plutôt, avec, pour faire des photographies, et c'est là que j'ai, en me postant face au porche, à l'intérieur de la grotte et face au porche, j'ai photographié j'ai photographié les rayons du soleil couchant. C'était extraordinaire. Avec les particules, je présume, d'argile qui étaient en suspension dans l'air, je présume, ça donnait aux rayons une matérialité étonnante. Et les couleurs de la pellicule Kodak étaient rouges,
avec le soleil couchant. Je n'ai jamais revu ça depuis. Je me trouvais au bon moment, au bon endroit. Précisément, le soleil était presque en face et ses rayons rentraient dans la grotte comme, comme une illumination. Une illumination extraordinaire. Je n'ai jamais revu ça depuis, dans une autre grotte, jamais. Voilà. Eh bien, je crois... Ah oui, je suis revenu par la suite. Si je vous ai dit que les enfants s'amusaient beaucoup, c'est que je suis revenu avec mes deux jeunes fils qui sont restés là, autour de l'argile, des blocs d'argile, à faire des statuettes. Pendant 2 ou 3 heures, c'est moi-même qui ai dû les secouer pour leur dire il se fait tard, on devrait rentrer. Donc c'est pour dire si les jeunes enfants sont passionnés par le modelage de montagnes d'argile qu'il y a là. Voilà. Eh bien, j'ai raconté les 3 points que je voulais raconter au sujet de Monsonès. Je pense que j'ai dû oublier certains petits détails, mais pas grand-chose. C'est un site remarquable à bien des égards, aussi bien de l'histoire avec les Romains, les Celtes et les Visigoths, que ensuite pour l'église templière qui s'y trouve, bien sûr, voilà, l'ordre du Temple, et puis ensuite Harlay, ce préhistorien, qui a trouvé, ah oui, il a trouvé une hyène, voilà, c'est ça. Il a trouvé une hyène. C'est très rare de trouver une hyène parce que les hyènes, parce qu'il y avait des coprolites. Des coprolites, c'est-à-dire des, comment dirais-je, des excréments, voilà, des excréments de la hyène qui sont en fait ce qu'elle ne peut pas digérer, c'est-à-dire une grande partie du calcaire contenu dans les os qu'elle croque, qu'elle avale, etc. Et donc il a retrouvé des coprolites et le squelette d'une hyène. Or comme les hyènes se mangent toutes entre elles aussi, quand il y en a une qui est morte, c'est peut-être la dernière hyène de la caverne. Voilà. Voilà. Donc Harlay avait trouvé ça au 19e siècle. Voilà, ça j'avais oublié, mais je viens d'y repenser tout à coup. Et comme dit Casteret, comme disait Casteret, ou qu'il le dit dans ses livres, les merveilles souterraines du passé sont toujours là pour le matérialiser, aussi vivant que la vie elle-même. Voilà. Eh bien, sur ce, vous avez appris pourquoi le titre que j'ai donné, La lumière de Monsonès, qui m'est personnel. Cette lumière irradiante était extraordinaire, vraiment. Je ne l'ai jamais vue depuis. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir et peut-être, et sûrement quand même, à une nouvelle histoire que je vous raconterai et qui sera amusante, pittoresque ou extraordinaire. Voilà. À bientôt. Au revoir à toutes et à tous.